Bonjour et bienvenue, vous êtes dans les experts Parole de leader. Aujourd'hui, on est dans la suite. Donc, après le short, eh bien, voici la partie longue, ce qu'on appelle le high content. Quand on écrit un bouquin, vous avez le low content et le high content. Eh bien, là, on est en high content. Donc, on va prendre le temps de développer avec mon invité, Daniel Roch. Rebonjour, Daniel. Bonjour Philippe. Alors justement, on va développer avec toujours donc ce livre, hein, je le rappelle, hein, c'est le SEO en 500 questions chez Erol. Donc celui-là, bon, bien évidemment, c'est un indispensable, hein, il faut que vous l'ayez dans votre bibliothèque. Euh, Qu'est-ce qui t'a motivé à pouvoir faire du SEO? En fait, quand tu arrives sur Internet, oui, c'est ça ma question. Par quoi tu commences? Tu arrives d'abord en quelle année? Et tu commences le SEO en quelle année? Alors, le SEO, j'ai commencé en 2008-2009 quand j'ai été embauché pour m'occuper de la partie e-commerce et marketing d'un site qui vendait des produits bio et bien-être. Et donc à l'époque, en gros, on m'a dit, il va falloir gérer le catalogue produit, donc il fallait gérer aussi les newsletters, le référencement payant, le référencement naturel. Donc c'est là où j'ai mis, on va dire vraiment les mains dedans en termes de référencement naturel. Mais le web, ça remonte un peu avant, puisqu'au début des années 2000, j'étais un gros joueur de jeux vidéo, et notamment d'un vieux jeu qui s'appelle Morrowind, pour ceux qui connaissent. Et à l'époque, il y avait une communauté qui gérait justement pas mal de choses par rapport à ce jeu. Et c'est là où j'ai mis mes premières mains dans le web, parce que j'ai dû créer des pages web, mais vraiment à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on codait toute la page HTML de A à Z, toutes les balises. Euh, c'est comme ça que j'ai appris l'HTML et déjà un petit peu le web. Et puis bah, après, au fur et à mesure de ma carrière, bah, j'ai vraiment mis les mains dedans. Quel a été le premier logiciel que tu as utilisé? Moi, mon premier site, il doit dater de 92 et tu vois, avec les iframes, etc. Et c'était FrontPage à l'époque. Le truc qui t'enlevait du code, qui t'en rajoutait, etc. Un enfer, quoi. Ouais, bah, j'avais un autre enfer, c'était pas celui-là, mais c'était Dreamweaver. C'est vrai que maintenant, quand on réfléchit à ce logiciel, voilà, c'est un peu, à l'époque, c'était vraiment un peu archaïque, entre guillemets, dans la manière de concevoir, mais ouais, effectivement, il fallait vraiment mettre les mains dedans, dans le code, ce que beaucoup de référenceurs ne font plus du tout maintenant, puisqu'en fait, tout leur est servi sur un plateau s'ils veulent créer une page web ou un site. Ouais, donc tu me disais en quelle année exactement tu arrives? Alors, en 2000, vraiment le référencement naturel, 2008-2009. D'accord. Oui, donc en fait, tu arrives au moment où Google est déjà en place, Oui, c'est puisque ça. Google arrive Google en avait déjà 98. Ouais, Google en fait a commencé à prendre vraiment des parts de marché dès 2004-2005. Enfin, vraiment déjà commencé à prendre de l'ampleur. Et oui, effectivement, quand moi j'arrive dans le milieu du référencement naturel, c'était déjà Google qui avait une part de marché dominante, part de marché qui n'a cessé de croître d'année en année. Alors, je rappelle, hein, pour les gens qui te découvrent et qui ne te connaîtraient pas, il y en a peu quand même hein, sur la toile, dans le domaine effectivement de l'écosystème du SEO. Tu es Daniel Roch, donc tu as l'agence SEO Mix spécialisée dans tout ce qui touche WordPress. Tu es un spécialiste, un expert dans le domaine de WordPress. Tu as créé donc des extensions, dont SEOK, qui aide, qui accompagne effectivement les référenceurs à mieux comprendre le référencement naturel et qui donne quelques préconisations pour les intimes. Également, donc, tu es formateur SEO, donc tu aimes transmettre ton savoir, accompagner effectivement ceux qui veulent le découvrir. Tu es consultant expert SEO WordPress. Oui, je sais, je bouge la tête, etc. Mais moi, c'est la façon de faire quand je fais de la radio, c'est comme ça. Donc, c'est vrai que bon, à l'image, il faut que je m'habitue, quoi. J'ai toujours mes fiches. Consultant, donc expert SEO, donc au niveau de WordPress. Tu es conférencier parce que là aussi, tu aimes avoir un micro en main, être devant les gens, confronter tes idées, faire passer un savoir, avoir des retours, des questions-réponses dans une conférence, c'est génial, quoi, je veux dire. Tout à Parce que fait. là, tu sais d'une certaine manière si tu as été entendu, compris, et s'il faut reformuler ou pas. Tu es organisateur d'événements SEO, tu es également évangélisateur SEO, et ça, c'est un point effectivement qui te caractérise parce que justement, tu aimes que les choses soient bien comprises. Donc là aussi, tu reformules, tu fais des articles, tu as une plume qui est très précise et tu aimes le détail sur le référencement naturel. Et puis, tu es auteur, bien sûr, donc de livres sur WordPress et également sur le SEO. Et là, tu reprends donc le flambeau, puisque Olivier Andrieux, on peut pas dire qu'il a abandonné effectivement Abondance, mais disons qu'il l'a mis de côté parce qu'il est parti sur d'autres aventures de la BD.
Et donc, il te donne le flambeau, hein, comme c'est l'époque des Jeux Olympiques. Voilà, tu as la flamme, tu fais le relais, quoi, quelque part. Et Exactement. je pense que ça va être super intéressant de te lire dans cette succession, effectivement, de livres d'Olivier Andrieux, de Olivier Andrieux. Alors, on va parler dans cette interview, bien sûr, de ton métier de référenceur, mais on va parler aussi de tout ce qui tourne autour du SEO, donc les communautés, le SEO Camp. Voilà. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, par exemple, le SEO est assez vulgarisé et est-ce que quelque part, il y a une communauté avec un noyau dur qui est très existentiel? Moi, par exemple, j'ai le sentiment encore qu'il y a beaucoup de mecs, quoi. Les femmes sont encore un peu absentes, quoi. Il faudrait que ça se renforce. Alors, tout à fait. Alors, sur la féminisation, ça c'est sûr, les métiers du numérique au sens large, hein, c'est pas que les référenceurs, mais ça va inclure aussi les développeurs, etc. On a beaucoup de profils masculins, ce qui est dommage que nous, d'ailleurs, les premiers quand on veut recruter, on a plus de CV d'hommes que de femmes, donc c'est toujours dommage. Mais la tendance commence à s'améliorer d'année en année, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et en termes de communauté, la communauté SEO française, elle est quand même assez active. Elle est un peu éparpillée. Et après, on va pas retrouver les mêmes communautés aux mêmes endroits. On va voir des gens très connus sur Twitter, d'autres personnes connues sur LinkedIn. C'est pas forcément les mêmes profils, c'est pas forcément les mêmes personnes. La seule chose où on retrouve vraiment la communauté, c'est les événements. C'est-à-dire que quand on est vraiment un événement physique, bah là, on retrouve quasiment toujours les mêmes référenceurs et référenceuses. Et ce qui est agréable, parce qu'on voilà, on peut faire du réseau, on peut échanger, on peut trouver des partenariats. Enfin, voilà. Il y a plein de choses, de belles choses à faire. Est-ce que tu penses également que on trouve la généralité, en généralité en tout cas, effectivement, dans le métier du SEO, beaucoup de freelance aujourd'hui, ou au contraire, les agences commencent à prendre effectivement de plus en plus d'ampleur, ou est-ce que le fait d'être freelancer ou dans le freelancing et de pratiquer le SEO, c'est ce qui est le plus commun, quoi? Il y a de tout. On va retrouver beaucoup de freelance, effectivement, de gens qui se mettent à leur compte. Alors, soit pour faire de la prestation, soit pour faire ce qu'on appelle de l'édition de site, c'est-à-dire qu'ils créent leur propre site pour gagner des revenus publicitaires. Mais on a aussi beaucoup d'agences spécialisées. La nôtre, par exemple, SOMIX, on est une agence de référencement naturel spécialisée. Et on a aussi, après, toutes les agences marketing ou de communication au sens large qui vont avoir un pôle web dans lequel ils vont proposer de la prestation SEO. Donc, il y a vraiment de tout. On est de plus en plus nombreux, mais enfin, la demande reste extrêmement forte parce qu'en fait, toutes les entreprises ont besoin de visibilité sur un moteur de recherche. Quels sont tes 3 outils que tu utilises régulièrement pour justement analyser, je dirais, toutes les métriques du SEO? Alors, si je devais citer 3 outils, je commencerais par Screaming Frog Spider SEO. Donc ça, c'est un logiciel qui permet de crawler, de parcourir son site web exactement comme le ferait Google. Donc là, ça donne plein d'informations vraiment techniques. Donc ça, c'est un excellent outil. Le deuxième outil que j'utilise beaucoup à l'agence, c'est Majestic SEO. Donc là, ça va être plus sur la partie popularité, pour savoir voilà, quels sont les sites qui me font un lien, est-ce que je suis plus populaire que mes concurrents, trouver d'autres idées de liens à aller récupérer, ce genre de choses. Et enfin, le troisième outil qu'on aime beaucoup, c'est SEMrush, qui lui va permettre de faire de l'audit de mots-clés, savoir où en est notre positionnement, comment il évolue dans le temps, et ainsi de suite. Après, il y en a plein d'autres, on utilise aussi Systrix, des outils comme ça, ouais, il y en a plein. Donc l'idée, voilà, faut trouver les outils qu'on sait maîtriser pour faire du bon travail. Tu arrives déjà à te mettre une vision, par exemple, à 1 an, à 5 ans et à 10 ans sur l'évolution de Google et particulièrement, effectivement, du search? Est-ce que tu peux nous donner, par exemple, ouais, une vision? Est-ce que tu as une sorte d'extrapolation? Tu as déjà quelques points d'idée? Alors, peut-être des corrélations avec l'IA, peut-être les SERP qui vont être modifiés, la SGE qui va changer la donne? Alors, l'IA forcément va avoir un impact. Après, alors là, c'est un avis très personnel et subjectif. Ça risque de retomber dans le sens où aujourd'hui, donc l'IA, il y avait ce qu'on appelle la Search Generative Experience que Google vient de renommer d'ailleurs récemment en AI Overview. Et donc l'AI Overview, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait que le moteur de recherche génère une réponse automatique via l'intelligence artificielle quand on fait une recherche. Aujourd'hui, ce n'est pas disponible en France, c'est déployé aux États-Unis et dans une centaine de pays, un peu plus de mémoire. Et d'après la communication de Google, ce serait l'avenir. Sauf qu'aujourd'hui, récemment, en tout cas, ils ont diminué fortement l'apparition de ce type de réponse. Dans un des derniers tests que j'ai pu lire, c'était à peine 8% des recherches qui déclenchaient une réponse par intelligence artificielle.
Donc ce ne sera pas forcément à l'avenir, ça peut remplacer, etc. Sur l'IA, le vrai changement que ça peut apporter, c'est que l'IA ne va pas être intégrée que dans les moteurs de recherche. Euh, Typiquement, les téléphones Android intègrent déjà ChatGPT, c'est-à-dire qu'on peut faire sa recherche via ChatGPT sans lancer un moteur de recherche, et auquel cas on prendrait des parts de marché à Google et aux autres moteurs qui peuvent exister. Donc, moi, je suis perplexe sur est-ce que réellement ça remplacera la recherche traditionnelle. Surtout qu'il faut bien avoir une chose en tête. Google, ce qu'il veut, c'est gagner de l'argent. C'est ses publicités. Donc, il faut qu'il trouve le moteur, le juste milieu entre donner une réponse immédiate et afficher des publicités pour gagner des revenus. Donc, il ne pourra pas, en tout cas, faire que de l'IA parce que sinon, il perdrait trop d'argent au final. Alors, c'est vrai que quand tu parles de ce raisonnement-là, ça me fait penser à la position zéro. C'est-à-dire que, la position zéro, en fait, les gens se sont dit: «Bah oui, on va être en position zéro, c'est super, on est en le premier du premier». Mais d'un autre côté, bah, les gens, une fois qu'ils ont la réponse, ils cliquent plus sur le site, quoi. Ils vont même plus visiter le site. Alors, est-ce que ça serait dans ce cheminement-là? Ça peut être ce cheminement-là. Parce qu'effectivement, la position zéro, pour ceux qui ne voient pas, c'est vraiment la réponse donnée par Google sur une réponse ou une question simple. Et à l'époque, justement, quand la position zéro est apparue, avec cette réponse directement affichée dans le moteur de recherche, des sites comme Wikipédia, par exemple, avaient perdu 20% de leur trafic. Parce que sur des questionnements simples, bah, les personnes n'avaient plus besoin d'aller sur le site. Donc effectivement, ça peut être la même problématique que la position zéro. Est-ce que tu analyses ou est-ce que tu décryptes aussi un problème peut-être pour les SEO de ne pas savoir se vendre ou ne pas savoir trouver la bonne valeur au niveau du prix de leur expérience ou de leur domaine de compétences. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, est-ce qu'ils savent se vendre? Et donc, le fait du prix, le pricing qu'ils proposent effectivement aux clients est en adéquation avec la demande et le point de douleur? Ou est-ce que quelque part, ben, en fait, il faudrait qu'il soit guidé, il faudrait que quelque part, il y ait une sorte de culture financière qui soit faite autour. Et est-ce que ça serait pas un axe au niveau des communautés pour pouvoir créer des ateliers là-dessus, par exemple? C'est une idée Alors, comme une autre. si, si, bien sûr. En fait, beaucoup de gens qui se lancent dans le web, donc là, je parle pas que des référenceurs d'ailleurs. Ça peut être des créateurs de sites web, voilà, ça peut être tous les autres métiers qui gravitent autour de nos sites. Effectivement, il y a des gens qui ont cette culture de l'entreprise, de comment calculer son tarif journalier, sa marge, mettre en avant ses atouts, savoir se vendre et connaître les prix du marché. Et dans notre milieu, il y a vraiment de tout. On peut trouver des référenceurs qui vont vendre une prestation à peine 100 euros par mois. Donc là, on est au ras des pâquerettes, entre guillemets. Et le confrère d'à côté qui va vendre par mois 5, 10, 15 000 euros. Donc il y a vraiment de tout. La vraie difficulté plutôt dans le métier, au-delà du tarif, c'est plutôt la compétence. Puisque nous, en ayant beaucoup d'années d'expérience, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont des fois relativement connus, en fait, ne sont pas si compétents que ça, ou en tout cas connaissent uniquement les bases. Et à l'inverse, il y a des référenceurs extrêmement pointus, extrêmement techniques dans leur métier. Et donc c'est plus, voilà, la difficulté, c'est pas de trouver un prestataire au bon prix, c'est d'être sûr que notre prestataire soit compétent dans ce domaine d'activité. Et puis on voit sur LinkedIn, alors je dirais pas des apprentis sorciers, mais disons que je veux pas être méchant, mais d'un autre côté, si tu veux, on a des gens qui sont très, très jeunes qui disent: «Bah, tiens, moi je vais faire effectivement énormément de millions et cetera avec le SEO». Alors je fais du million, hein, avec de l'intelligence artificielle. En fait, quand tu analyses le truc, tu t'aperçois que c'est du scrapping. Donc, quel est ton regard par rapport à ça? On peut pas dire effectivement que bon, la jeunesse, on peut pas laisser la chance à la jeunesse. Nous aussi, on s'est planté, on a essayé, voilà, on a bidouillé et cetera. Mais est-ce que c'est pas dangereux de pouvoir affirmer dans son branding qu'on peut gagner des millions, qu'on gagne des millions et qu'on va faire gagner des millions aux autres avec une fameuse théorie ou une fameuse technique qui n'appartient qu'à nous? Et est-ce que, pour en revenir à ce que j'avais lu sur ton blog, est-ce qu'on va être en mesure de pouvoir faire passer le message pour que l'autre puisse s'appliquer? Alors, effectivement, sur les réseaux sociaux, alors notamment nous, les référenceurs, on est un peu agacés avec LinkedIn en ce moment. Puisqu'en fait, il y a beaucoup de gens qui peuvent publier des messages justement sur ce même principe-là, de la technique qui va booster votre SEO pour faire tant de chiffre d'affaires, tant de visiteurs et ainsi de suite. Ce qui est pas gênant en soi, c'est par principe, puisqu'il faut de tout en termes de contenu. Il faut des contenus pour les débutants, il faut des contenus pour les experts, et ça, il n'y a aucun problème. La vraie problématique, c'est plutôt les gens qui n'y connaissent rien vont prendre le discours du débutant comme étant un discours d'expert, et des fois, vont un peu se mélanger les pinceaux. Et notamment,
moi j'en reviens toujours à ce sujet-là parce que ça revient très souvent sur le devant de la scène. En fait, Google manipule les référenceurs, enfin, en tout cas essaie de les manipuler, en mentant ou en tout cas en essayant de cacher certaines choses sur le fonctionnement de l'algorithme. Et donc forcément, des gens vont prendre pour argent comptant ce que dit Google, vont l'annoncer comme une vérité, et après les gens vont vouloir le suivre. Et nous, après, on rame, entre guillemets, parce qu'il va falloir qu'on explique pourquoi ça c'est faux, et pourquoi en fait c'est d'autres choses, d'autres éléments, d'autres stratégies qu'il va falloir mettre en place. Ouais, c'est vrai qu'il y a un côté rebelle dans le SEO, ce qu'appelle effectivement, Laurent Borelli, on en parle assez souvent ensemble, sur ce côté search hacker. C'est-à-dire qu'en fait, bon, faire du SEO, être consultant, c'est bien, aider une entreprise à faire évoluer, sa visibilité, c'est bien. Mais en même temps, si tu cherches un peu plus, si tu tires sur le fil de la pneute de laine, voilà, et tu la tires, et tu t'aperçois des choses, des fois, effectivement, qu'au niveau des guidelines, tu te dis, ah bah ouais, mais bon, ils m'ont dit ça, donc ça, j'ai pas le droit de le faire, mais si je le teste, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va dire? Et je pense que ça fait partie aussi de ce qu'on appelle l'intelligence collective. Et tu vois, je parlais du réseau, ton réseau, effectivement, mon réseau, etc. Je pense que les gens devraient peut-être échanger, peut-être des experts, et puis confronter des idées là-dessus, parce que bah, c'est vrai que la messe n'est pas nécessairement dite avec Google, quoi. Tout à fait. Et puis, je rebondis sur ce que tu dis. Moi, le meilleur conseil que je donne, mais alors de manière systématique, c'est de tester par soi-même. Avoir un site à côté, un autre site de test, justement, où on dit, ah bah tiens, cet élément-là, dans l'optimisation technique, je vais le mettre en place. Tiens, je vais essayer de faire des liens de telle manière, je vais voir si ça marche ou pas. C'est en testant qu'on sait réellement ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et voilà, il n'y a que le test qui permet de le savoir. Et c'est comme on teste et comme on mesure ce qu'on fait, bah après on peut être capable justement de tirer le vrai du faux dans le discours de Google. L'exemple moi que je donne souvent aussi, c'est à l'époque un événement qu'on avait baptisé le Mobile Guédon. Google avait annoncé qu'à une certaine date, donc là de mémoire c'est vers 2017, quelque chose comme ça, où en gros Google avait dit à cette date-là, si votre site n'est pas compatible mobile, il disparaîtra des moteurs de recherche. Et à la date fatidique, eh ben, en fait, il ne s'est rien passé. Euh, alors, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas que vous ayez un site compatible mobile, hein, on soit bien d'accord, mais le discours de Google, c'était attention, ça va être une révolution, et en fait, ça n'a rien changé au référencement naturel des sites. C'était peut-être lié ça au niveau de l'index, hein, parce qu'en fait l'index était en Netscope avant, ils l'ont passé en mobile. Ils ont peut-être appuyé un peu là-dessus pour se dire bah tiens voilà c'est comme la MP, tu vois. Bon, moi je vois pas beaucoup de gens qui font de la MP quoi. Non. Euh, Par contre, une question que je voulais te poser, qui me semble importante et certainement au niveau de l'audience aussi par rapport aux gens qui nous écoutent, ils ont un site internet, ils le démarrent avec donc un nom de domaine qui est neuf. Alors, qui est neuf, va savoir encore si d'une certaine manière le nom n'a pas été pris avant et si le nom de domaine n'a pas une antériorité quelque part. Mais tu lances le site. Au départ, il a une date de fraîcheur. Par contre, il lui faut combien de temps pour avoir un domaine d'autorité et apparaître dans Majestic ou dans différents outils de SEO? Alors, enfin, il y a pour moi, il y a deux sujets dans ta question. Pour apparaître dans les outils SEO, ça peut aller très vite. Il suffit que Majestic SEO, pour prendre celui-ci, trouve un lien vers le site concerné, ce nom de domaine, tout à coup, il va avoir de l'information sur son domaine. Donc ça, c'est très rapide. Après, devenir une autorité, en fait, je vais donner une réponse de référenceur. Je vais répondre ça dépend. Puisqu'en fait, ça va surtout dépendre de la concurrence. Si je suis un fabricant de pièces industrielles très spécifiques, très techniques pour un milieu, ça va être très simple d'avoir de l'autorité. Parce qu'on va pas être nombreux à faire ça, donc forcément, je vais avoir de la visibilité très rapidement. Si à l'inverse, je veux vendre, je sais pas moi, des chaussures de sport, bon, bah, des fabricants de chaussures de sport dans le monde, il y en a quand même un paquet. Et donc là, bah, ça va être beaucoup plus. Donc il y a vraiment cette notion-là. Et j'y ajouterai aussi le fait que ça dépend comment on travaille sa marque. Puisque trop de gens se lancent sur Internet en disant juste je veux du trafic, alors qu'en fait, ceux qui fonctionnent bien, ceux qui performent bien, qui attirent beaucoup de visiteurs et de clients, c'est surtout ceux qui ont d'abord une vision marketing. C'est quelle est ma mission, quel est mon positionnement, à quelle problématique je réponds, quel problème je vais résoudre chez mes futurs clients. Et quand ces sites-là, enfin, quand on a cette réflexion-là, c'est beaucoup, beaucoup plus simple de faire du référencement, c'est beaucoup plus simple d'avoir des clients et donc c'est beaucoup plus simple d'avoir de l'autorité.
Alors, cette autorité, elle peut être aussi portée par les backlinks, elle peut être portée aussi par la volumétrie des pages, elle peut être portée par les différentes portes d'entrée. C'est-à-dire que les gens, bien souvent, quand ils ont un site internet et qu'ils connaissent pas nécessairement grand-chose au SEO, ils disent bah ouais, j'ai ma page d'accueil. Voilà, les gens viennent sur ma page d'accueil. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les requêtes sont formulées sur Google, pas nécessairement sur la homepage. Et ils arrivent sur les pages effectivement de destination. C'est pour ça que la plupart du temps, on dit, et je pense que tu le préconises aussi, de travailler sur un mot-clé, un angle, effectivement, par page ou par article, de façon effectivement à créer un ordre cohérent au niveau du mapping du site, quoi. Oui, tout à fait. En fait, la page d'accueil, très souvent, est en fait une page qui est assez peu importante, puisqu'effectivement, les gens, en faisant une recherche, vont quasiment systématiquement tomber sur un article, sur une catégorie, sur une section du site. Et donc, en fait, les gens, des fois, se concentrent, par exemple, dans la conception, trop sur leur page d'accueil, alors qu'en fait, c'est la page qui est moins importante par rapport à une fiche produit, à une fiche de présentation de service ou un tutoriel. Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, on en parlait un petit peu avant de commencer cette interview. Moi, j'ai constaté, et avec pas mal de SEO, on en parle assez souvent. Bon, bah, d'abord, les sites sont pas nécessairement très, très, très jolis. Et en plus, ils deviennent un peu anti-backlink. C'est-à-dire que quelque part, ils rankent d'une autre manière, sans les backlinks, parce que c'est le contenu qui les porte. Alors, c'est vrai et c'est faux à la fois. En fait, il y a, alors, chez les référenceurs, bon, en termes de culture, effectivement, la culture française SEO, elle est un peu différente. Elle est extrêmement portée sur les backlinks. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il y a autant de plateformes de vente de liens. Il y en a, je sais plus combien maintenant, mais il y en a pas mal si on veut justement améliorer le son de liens assez rapidement. Alors qu'aux États-Unis, il y a moins cette démarche-là. Effectivement, ils sont beaucoup plus sur la génération de contenu et ainsi de suite. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne font pas des backlinks, hein. Ils en font comme les référenceurs français parce que ça reste dans l'algorithme de Google un point qui est déterminant. Il faut savoir que la communication de Google a aussi plus d'impact sur les référenceurs US que sur les référenceurs français. Notamment, parce que je pense que le caractère français fait qu'on est peut-être un petit peu plus méfiant de base sur le discours, mais effectivement, la génération de contenu de qualité peut avoir de l'importance, surtout que, alors c'est des choses qu'on avait nous, déjà testées, et puis d'autres référenceurs aussi s'en étaient rendus compte, il y a de plus en plus de la part des équipes de Google l'utilisation du comportement de l'utilisateur et de son comportement en termes de clics, et notamment de se dire si l'internaute fait une recherche, clique sur un résultat, revient sur le moteur de recherche et clique sur un second résultat, ça va être un signal comme quoi le premier résultat n'était pas pertinent. Et donc, l'expérience utilisateur, la qualité du site, la qualité du contenu va prendre de plus en plus d'importance au fur et à mesure des années. Un point aussi que je voulais soulever, bon, il y a eu le crash de la Silicon Valley Bank en Californie. Depuis, on voit que c'est une érosion totale au niveau des GAFAM, c'est-à-dire qu'ils sont tous en train de licencier à tour de bras. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, au niveau de Google, bon, qui a pignon sur rue aujourd'hui, puisque bon, en France, c'est 98% effectivement des gens qui l'utilisent. Aux États-Unis, c'est pas la même. C'est un peu partagé. Mais bon, dans d'autres pays, c'est un peu la même chose. Mais c'est vrai qu'on est en train de se poser la question. Moi, en tout cas, moi, je suis en train de me poser la question, et je voulais te la poser également. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'un effondrement, je dirais effectivement, des équipes les plus technologiques, les plus aux pointes du développement, donc des Google Labs, etc., qui vont faire que Google ne pourra plus se développer et un challenger pourrait effectivement arriver et prendre bon effectivement la balle. Alors, tout est faisable, tout est possible c'est très dur de prédire ce genre de choses. Euh, les nouvelles technologies, au sens large, effectivement, peuvent évoluer très vite. Donc, la possibilité pour Google de perdre des parts de marché et d'avoir un challenger qui prenne sa place, c'est tout à fait possible. Ça fait partie des possibilités à terme. C'est d'ailleurs aussi une des raisons pour lesquelles le référenceur doit absolument toujours s'adapter, de se dire que le référencement naturel tel qu'il l'applique aujourd'hui peut complètement changer dans les années à suivre. Donc ça, c'est une vérité. La seule chose qui me fait dire que Google, pour le coup, a quand même de la marge de manœuvre devant lui, c'est que Google, c'est pas que le moteur de recherche. En fait, une des forces de Google, c'est d'avoir toute une série de services qui vont graviter autour. C'est-à-dire qu'il y a le moteur de recherche, mais vous avez aussi Google Maps, Google Street View, Google Earth, Gmail, YouTube, Google Doc. Enfin, il y en a plein de services, et ce qui fait qu'en fait, c'est la force de l'ensemble de l'écosystème qui fait qu'il a une position aussi dominante.
Moi, ce qui m'effraie un peu, tu vois, pour les gens, c'est qu'ils se reposent beaucoup sur les réseaux sociaux. Et quand je vois effectivement ce que Google a fait avec Google+, je me dis, si un jour ça tape sur Meta ou si ça tape sur d'autres réseaux, qu'est-ce qu'ils vont devenir ces gens-là, quoi? C'est-à-dire que les communautés, elles sont pas déportées, ça veut dire qu'automatiquement elles sont pas sur des mailing lists. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu penses que quelque part, c'est très dangereux de mettre les œufs dans le même panier là, parce que Alors, c'est toujours dangereux. En fait, si demain vous êtes bien référencé sur Google, euh, du jour au lendemain, vous pouvez disparaître pour X raisons. Des fois, c'est un piratage, je donne un exemple. Ça peut être une pénalité manuelle. Ça peut être un changement algorithmique et tout d'un coup, du jour au lendemain, Google juge que votre site est moins pertinent et vous disparaissez. Et donc, effectivement, une des préconisations qu'on donne, c'est de toujours répartir ces sources de trafic, c'est-à-dire ne pas compter uniquement sur le moteur de recherche pour vous attirer des visiteurs et des clients, mais c'est aussi effectivement faire de la newsletter, c'est être présent sur les réseaux sociaux, c'est être présent aussi en termes de vidéos, c'est faire des podcasts aussi, par exemple. Ça peut être faire des livres, ça peut être faire des conférences, ça peut être en fait trouver où est-ce qu'est votre cible, où est-ce qu'elle se situe, et être présent là où est votre cible. Et on réduit considérablement les risques en faisant ça. Et en plus, ça renforce la marque. Ça permet d'avoir une marque plus forte, plus identifiable, et donc d'obtenir plus facilement des clients. on se souvient, il y a quelques années en arrière, de BMW qui avait été blacklisté par Google. C'est-à-dire que Google est le king et reste et tient à le rester. Et comme tu le disais, il a des forces de frappe énormes. Je me souviens de cette petite anecdote où justement ils cherchaient leur modèle économique à la base quand ils ont eu le chèque des 100 000 euros de Schmitt. Et en fait, ils ont été dans une petite ville et puis ils ont rencontré un inventeur et à ce moment-là, ils ont vu que cet inventeur avait créé effectivement ce système de contextualisation publicitaire et ils ont racheté le brevet en disant bah tiens c'est intéressant et puis ils l'ont déployé. Et on voit qu'aujourd'hui tout le monde est basé sur ce modèle-là pour la publicité. Est-ce que là il n'y a pas une sorte aussi à la longue d'un effondrement qui pourrait effectivement advenir parce que à force de vouloir faire un peu la même chose, tu vois par exemple Amazon, lui il a un volant d'inertie qui est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'il a la WS, etc. Tu vois, il a des activités de force. J'ai quand même le sentiment que sur les GAFAM et tout ce qui porte la nouvelle technologie, c'est la publicité qui est derrière. Ah, Contextualisé. ouais, Google, Facebook, etc., c'est leur principal levier de monétisation. D'autres réseaux sociaux n'ont pas réussi, justement. L'exemple de Twitter, qui est devenu X, c'est l'exemple typique où ils ont réussi à avoir des millions d'utilisateurs et ne pas réussir à monétiser suffisamment et être rentable sur cette activité-là. Donc effectivement, ça peut toujours disparaître. Et puis, pour reprendre toujours le même exemple, lors du rachat par Elon Musk, à cause de choix politiques, en tout cas de choix managérial dans la stratégie de X, ils ont perdu des millions d'utilisateurs justement qui sont partis de X, donc qui ont encore diminué la monétisation possible du réseau social. Donc, oui, effectivement, ça peut toujours disparaître. Après, c'est très dur d'être devin et de prédire ce que sera l'avenir, en tout cas sur ce sujet. Alors, on vient d'apprendre il y a quelque temps maintenant que YouTube a perdu effectivement sa deuxième place en tant que moteur de recherche et c'est TikTok qui a pris effectivement cette seconde place. YouTube est à la troisième. Qu'est-ce qui se passe au niveau de TikTok de ton côté? Est-ce qu'on peut vraiment penser que demain TikTok serait le numéro un et passerait devant YouTube ou est-ce qu'il y aurait une concertation, une sorte d'association entre l'Asie et le continent asiatique et le continent américain? Alors, d'un point de vue politique, j'y crois pas. Moi non plus. YouTube, vraiment société américaine, TikTok, société chinoise, voilà. Il n'y aura jamais d'entente totale, en tout cas, entre ces deux mastodontes. Euh, Après, c'est pas le même public, on va dire. C'est-à-dire, quel que soit le secteur d'activité, les gens qui sont sur TikTok ou qui sont sur YouTube ou sur Google, des fois, c'est la même personne qui va utiliser les trois réseaux. Des fois, certains vont utiliser que un. On a vraiment un changement des modes de consommation des internautes. Par exemple, un cas concret qu'on constate,
les restaurants. Ma génération et les générations plus vieilles que moi vont avoir une recherche classique, ils vont taper restaurant ville dans un moteur de recherche, etc. Sur des générations plus jeunes, ils vont aller sur TikTok, ils vont taper restaurant la ville parce qu'ils veulent voir des vidéos de gens qui sont dans un des restaurants pour voir en vidéo, ah tiens, ça a l'air bon, ça me donne envie d'y aller. Et donc l'un n'empêche pas l'autre. Si par exemple je suis un restaurant, bah, j'ai tout intérêt à être bon en référence naturelle, mais aussi à avoir des vidéos TikTok qui montrent mon restaurant, ma cuisine, les gens qui sont sur place et ainsi de suite. Oui, puis j'ai l'impression que la génération Z, c'est une génération très volatile, c'est-à-dire qui zappe énormément, qui prend des fragments de contenu, quand nous, au contraire, ah ben, on aime aller sur YouTube, regarder des contenus longs, et cetera, prendre du temps, décortiquer, fouiller, comprendre, analyser, et cetera. Moi, je vois les enfants, moi, les adolescents dans ma famille, franchement, ça va très vite, quoi. Ça va très très vite. Et puis, tu as ce système qu'il y a sur YouTube, qu'un ingénieur français d'ailleurs a développé, où tu scrolles en permanence, quoi. C'est-à-dire que c'est l'infini. C'est l'infini. C'est comme si quelque part, il devenait addict, en fait, au scroll, quoi. Mm. Bah ça a été, enfin, ça a été théorisé déjà depuis pas mal de temps. Tous ces développeurs d'applications justement mobiles, donc YouTube, TikTok, Facebook, etc. L'objectif, c'est de faire rester les gens un maximum dessus. C'est-à-dire effectivement que d'un simple glissement de pouce, eh ben, j'ai constamment du contenu qui vient, et puis d'avoir tout ce qu'on appelle tout un système de récompense, les likes, les j'aime, les commentaires, les notifications, qui donnent constamment envie à l'utilisateur de rester dessus. Et effectivement, ça peut devenir très addictif, clairement. Et donc, ce qui fait qu'il y a des gens après qui sont vraiment, comment dire, extrêmement fidèles à un réseau social et pas aux autres. Et c'est pour ça que si on veut être visible, il faut justement se dire, j'ai besoin d'être présent partout. Alors oui, tout à fait, oui, oui, il faut être partout, et montrer effectivement qu'on est partout, avec l'autorité en plus, hein, avec son expertise et son domaine de compétences ou ses domaines de compétences. On va parler un petit peu de ta façon de travailler, parce que je pense que ça intéresse aussi les gens. Est-ce que tu es quelqu'un de très productif? Est-ce que tu as ce qu'on appelle un bourreau du boulot? C'est-à-dire, par exemple, est-ce que tu peux produire très vite en 30 minutes de façon à aller au maximum de toi-même? Ou est-ce que quelque part, bah, tu décomposes ta journée en 8 heures et puis tu fais des choses que tu notes sur ton agenda et puis tu les valides au fur et à mesure de tes tâches à accomplir? Et par exemple, quand tu crées un article, il te faut combien de temps? Il te faut 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures? Alors, ça dépend. Ça va dépendre du sujet. Si c'est un article simple sur un sujet entre guillemets lambda, oui, ça va être assez rapide, en une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie maximum, ça va être fait. Sur les articles, par contre, que moi je vais rédiger vraiment personnellement pour SEO Mix ou pour SEO Key, là pour le coup, ça me prend beaucoup plus de temps. C'est-à-dire que quand les articles que je rédige sur le site de l'agence, ça peut me prendre facilement entre une demi-journée et une journée. Mais parce que dans les articles que nous on va avoir tendance à produire, il y a aussi une phase de recherche. C'est-à-dire que c'est pas juste je rédige ce que je connais déjà, c'est que je suis obligé d'aller fouiller pour valider ou non ce que je vais écrire. L'exemple, le dernier en date que j'ai pu écrire, c'était justement sur la fuite de données qui a eu lieu chez Google. Il y a eu des documents internes qui ont été rendus publics. Bon, bah là, j'ai passé des heures, comme d'autres référenceurs, à décortiquer un peu ces documents-là pour dire, tiens, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est pertinent, faire le tri et après pouvoir le rédiger. Est-ce que tu as des informations ou est-ce que tu penses que quelque part ça va se développer au niveau de Kant? Parce que alors Kant, j'ai quand même le sentiment et pourtant il y a cette réunification là avec, d'un côté Octave Klaba, avec OVH et puis, qui rentrent au capital de Kant. Kant, ça va devenir quoi en fait? On disait que ça va être un moteur européen. On en est où? Et quelle est la part effectivement de marché de Kant? Et on peut s'appuyer sur Kant, pourquoi? Alors, Quant, malheureusement, pour des raisons internes, sans rentrer en détail, c'est un peu parti à volo. Et effectivement, il y a des gros soucis pour le développement du moteur de recherche, qui était pourtant un très beau projet. Notamment, il y avait à l'époque Quant Junior, qui était pour justement un moteur de recherche dédié aux enfants, qui était quand même plutôt qualitatif. Le problème d'un moteur de recherche, c'est que ça coûte extrêmement cher et qu'après, il faut réussir à le financer. Donc, alors, je peux me tromper, je ne suis pas convaincu que Quant arrive à se développer. Même si le projet d'avoir un moteur de recherche européen et donc avec la législation européenne et la manière de consommer européenne serait une très bonne chose en soi. Après, malheureusement, je n'y crois pas trop. Et puis en face, il y a des mastodontes qui ont des budgets bien plus importants et des équipes techniques beaucoup plus grosses.
On parle aussi depuis des années et des années d'un moteur de recherche qui pourrait venir du côté d'Apple. Alors on en est où? Alors ça, c'est un mythe, enfin un mythe. Peut-être que ça sortira au jour, mais là, au jour actuel, là où on enregistre ce podcast, ça reste un mythe. On a vu, nous, référenceurs, on fait ce qu'on appelle de l'analyse de log. C'est-à-dire qu'on regarde qui passe sur notre site internet et notamment on regarde les robots des moteurs de recherche. Et de temps à autre, on a vu des bots avec la signature d'Apple. On s'est dit, bah tiens, il y a peut-être quelque chose. Ils sont peut-être en train de crawler le web aussi. Mais pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Donc peut-être que tout d'un coup, ils vont sortir ça de leur chapeau et il y aura un moteur de recherche. Le gros avantage qu'ils auraient, c'est qu'ils auraient une force de frappe énorme parce qu'ils pourraient le déployer en automatique sur tous les iPhones, sur tous les iPads, tous les iMac, etc. Après, faut voir s'ils le font réellement. Après, c'est se lancer sur un projet qui est extrêmement coûteux, sans aucune garantie de rentabilité derrière. Je ne sais pas s'ils iront jusque-là, en tout cas, dans les équipes d'Apple. Alors, j'aimerais qu'on aborde maintenant la partie aussi, thème, développement de WordPress, parce que là, toi Mhm. qui es un expert, bon, il y a le fameux Twin24 qui est sorti, d'ailleurs que moi j'ai utilisé, hein, pour, expert-facilitateur.fr. Qui est tout jeune, hein, il a 2 mois, donc je le suis et j'essaye effectivement d'ajouter du contenu au fur et à mesure. Je le trouve génial, moi, ce nouveau thème, parce qu'en fait, tout a été repensé et je pense que quelque part, cette façon, cette vision va rester très 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 longtemps au niveau des fondateurs. Oui, tout à fait. Alors, pour expliquer un petit peu à tout le monde, donc 24, c'est un des thèmes par défaut de WordPress. Donc, WordPress, un CMS open source que tout le monde peut utiliser pour créer son site internet, qui aujourd'hui a de mémoire 43% de part de marché mondial sur les sites internet, donc avec une avance colossale sur ses concurrents. Et effectivement, depuis quelques années, la stratégie de développement de WordPress se base sur ce qu'on appelle le FSE, Full Site Editing. C'est le fait d'être capable d'éditer 100% de son site internet sans passer par le code. En gros, l'idée, c'est que vous pouvez changer le haut de vos pages web, le footer, la sidebar, tout ça, juste en glissant, déposant des blocs. Et effectivement, 24, le thème par défaut, est un thème FSE dans lequel on a la main sur tout pour justement mettre en page et créer son site internet exactement comme on souhaite. Et clairement, c'est l'avenir du développement sur WordPress, euh, ce qui lui donne une nouvelle jeunesse, là où avant on était très figé, très bloqué par ce que permettait ou prévoyait le thème qu'on avait installé. Ouais, c'est ça qui est génial, c'est cet empilement des blocs. Alors au départ, on comprend pas nécessairement tout, mais si on fouille bien, si on regarde des tutos, etc., ça va relativement vite. Moi, pour faire par exemple le mien, j'ai dû mettre, allez, ouais, 6 heures, 7 heures, quoi. Hmm. Oui, non, Donc, c'est rapide. et Et- c'était vraiment très, très agréable. Alors, ce qu'il faut aussi, bon, tu parlais effectivement des 42% de part de marché de WordPress. En fait, WordPress, ça existe depuis combien de temps et ça a été créé pourquoi à la base? Pour changer le Alors, monde? euh, à la base, ça a été créé par des Français, par un Oui. Corse, Michel Valdrigui, pour être exact, dans le début des années 2000. Ça s'appelait B2 Café Log. C'était un CMS aussi open source. Ah ouais. Et Matt Mullenweg, avec d'autres personnes de la communauté actuelle, voilà, on dit, bah, tiens, le projet est sympa. Michel Valdrigui ne pouvait plus travailler sur le projet pour différentes raisons. Et donc, ils ont fait ce qu'on appelle un fork. Donc, dans le domaine open source, ça veut dire je reprends le projet, je le renomme et je continue son évolution ailleurs. Et ça a pris, il y a eu une communauté autour. Les deux grandes forces de WordPress, encore aujourd'hui, c'est la simplicité d'utilisation. C'est-à-dire qu'à l'époque, tous les autres CMS étaient beaucoup plus durs à prendre en main, clairement. Et la deuxième force, c'est ce qu'on appelle la rétrocompatibilité, c'est-à-dire être capable de mettre à jour WordPress sans que ça casse, alors qu'à l'époque, avec un Joomla, un Drupal, dès qu'on mettait à jour, voilà, il n'y a plus rien qui fonctionnait, il y avait toujours du développement à faire. Et donc, ça a fait que ça a pris des parts de marché. Moi, quand j'ai commencé à travailler en 2008, WordPress avait déjà de mémoire 15 ou 16% de parts de marché. Et on est maintenant en 2024 et on est à 43% du web mondial.
Alors, je pense aussi qu'il va y avoir une révolution du côté des constructeurs de pages, parce qu'en fait, bon, il y avait Divi qui était hyper lourd. Moi, franchement, je l'avais utilisé. Bon, je conseille absolument pas aux gens. J'ai perdu du temps, ça m'a pris la tête, etc. Et comme j'aime pas perdre de temps, bah, je vais dire, j'étais content. Elementor, franchement, ce côté glisser-déposer, ma compagne qui a une agence web et digitale, bon, je l'ai guidée un petit peu à pouvoir comprendre les codes du web et tout. Bon, elle arrive un peu à se débrouiller maintenant, tu vois. Mais franchement, quand tu goûtes à 24, bah, je vais dire, t'es sur une autoroute, quoi. Ouais. Non, non, en fait, avant justement le full site editing, etc., c'est l'édition par bloc dans WordPress, effectivement, les page builders, les constructeurs de pages comme Elementor, Divi, WP Bakery, enfin, voilà, il y en a plein, avaient toutes leurs raisons d'être, mais effectivement, aujourd'hui, si on doit créer un site en 2024, bah, en fait, autant utiliser l'éditeur natif de WordPress qui permet avec les blocs de justement faire un peu tout ce qu'on veut. Moi, j'avoue que j'ai une fâcheuse tendance à détester Divi et Elementor. Mes collègues pourront en attester euh, parce que effectivement beaucoup plus lourd que ce qui est nécessaire par rapport au natif qui permet maintenant de faire pas mal de choses. Et en plus, en tant que référenceur, le fait d'avoir ce full site editing sur lequel on a la main fait qu'on est capable de rajouter du contenu unique là où avant on n'avait pas la main facilement. Par exemple, se dire, tiens, dans cette catégorie, je veux rajouter du contenu qui est pertinent, qui est utile pour un internaute. Bah, avec le FSE, on peut le faire très facilement. Alors qu'avant, sur les autres page builders, il fallait souvent demander à un développeur, ou en tout cas, c'était plus compliqué de pouvoir rajouter du contenu pertinent pour les moteurs de recherche. Alors, on va aborder un sujet maintenant qui intéresse aussi l'audience, parce qu'on sait que tous les entrepreneurs sont passés par l'échec, la traversée du désert, etc. Est-ce que toi, tu as connu des moments difficiles en tant qu'entrepreneur? Et est-ce que tu as vécu ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur? Et voilà, est-ce que l'itération, par exemple, t'a beaucoup aidé? Alors, l'itération, c'est indispensable. On est obligé de refaire et refaire pour s'améliorer. On a tous le syndrome de l'imposteur. Alors, je me souviens les premières conférences que j'avais pu donner, par exemple, je ne m'estimais pas du tout être à ma place. Mais en fait, personne ne l'est. On a tous un niveau de compétence. L'idée, c'est toujours que notre compétence, on soit capable de la transmettre. Donc, que un référenceur débutant transmette ses compétences, c'est aussi une très bonne chose. Et moi, j'étais débutant et j'ai transmis des compétences qui n'étaient pas exceptionnelles à l'époque. Et puis, par l'expérience, bah, on devient meilleur. On devient plus pédagogue, on a une meilleure expertise de notre métier, des bonnes techniques. Donc là-dessus, ça vient au fur et à mesure. Mais on a toujours une part de syndrome de l'imposteur. Il y a même des fois où voilà, je vais aborder un sujet, je vais me dire, bah, tiens, effectivement, sur ce sujet-là, je suis moins compétent, c'est moins mon domaine d'expertise, même si j'ai des notions suffisantes pour être de qualité, mais j'ai conscience que je pourrais aller beaucoup plus loin. Tu te rappelles des émotions qui t'ont gagné le jour où quelque part tu as réussi à placer ton premier site, ton premier blog? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps? Je suppose que tu as été galvanisé, quoi. Tu t'es dit, ah, je suis le roi du monde, c'est Warrior. En fait, c'est un métier, en tout cas référenceur, qui est très excitant, dans le sens où effectivement on va agir, on va mettre en place différentes optimisations, on va rédiger du contenu, faire des liens, peu importe. Et effectivement, quand on voit le résultat, c'est là où on est fier souvent de son travail. Quelle que soit l'activité sur laquelle on est, mais se dire, tiens, sur telle thématique, tel mot-clé, je suis top 3, je suis premier, je suis cité par d'autres référenceurs, des choses comme ça c'est des choses qui galvanisent. Quand on parlait d'ailleurs des backlinks tout à l'heure, je me souviens d'avoir lu une position d'article d'Olivier Andrieux sur abondance.com qui disait que justement que c'était pas la peine de lui demander de faire de faire de l'achat de liens, etc. Et que le mieux c'était le link building, c'est-à-dire que créer du contenu de valeur pour que justement ceux qui vont lire ton contenu l'apprécient et aient envie de faire un lien sur leur site web et quelque part de créer en fait le phénomène de notes scientifique, quoi. Alors, c'est tout à fait vrai. En fait, les sites les plus simples à référencer, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est ceux qui ont vraiment travaillé une marque, qui ont vraiment travaillé une expertise, une problématique. Puisque ces gens-là vont naturellement créer du contenu qui va être très pertinent. Et des contenus pertinents vont être très facilement partagés par les internautes et effectivement obtenir des liens. Alors, nous, c'est exactement ce qu'on a fait sur SOMX, c'est-à-dire qu'en fait, on a rédigé beaucoup de tutoriels où on va vraiment dans le détail de certaines stratégies, de certains points à mettre en place, ce qui fait que naturellement, des gens ont fait des liens vers ces articles-là. Et donc, naturellement,
il se positionne facilement dans les moteurs de recherche. Donc l'expertise, dans tous les métiers, on peut l'avoir. On peut être en B2B, en B2C, peu importe le type de produit ou de service ou d'information qu'on produit. Si on fait du travail de qualité, en fait, naturellement, on va obtenir des liens. Alors, des fois, c'est pas suffisant, pour être honnête. Il y a aussi des secteurs d'activité où on fait moins naturellement des liens. Si vous êtes dans l'industrie, bon, on fait moins souvent des liens vers d'autres sites industriels parce que c'est moins naturel. Mais il n'empêche que ça reste une excellente technique et qu'elle marche extrêmement bien. Au niveau du métier de rédacteur web, alors, moi je sais que je vais prendre le cas de ma compagne, Guylaine, elle a suivi une formation avec FRW, tu vois? Lucie Rondelet, que j'avais eu en interview dans les paroles d'experts au départ, en 2020, quand j'ai lancé le podcast. Et j'ai le sentiment que ce métier est en train de plafonner. C'est-à-dire que, comme si quelque part l'IA devenait en fait une sorte de Pandore, si tu veux, de boîte Pandore, avec ChatGPT, justement, un peu ce côté apprenti sorcier, et que en fait, les gens n'utiliseraient plus les rédacteurs web. Mais par contre, ce que je me rends compte, c'est que ces clients qui la contactent maintenant, en fait, la contactent parce que justement, ils se sont fait pénaliser par Google et ils ont besoin d'une réécriture donc naturelle et humaine pour poser les choses effectivement clairement et remettre encore une fois l'église au centre du village. Alors, sur l'IA, effectivement, le métier de rédacteur va changer. En fait, il y a eu une montée en puissance alors là, je parle avant de l'IA. Il y avait une montée en puissance du nombre de rédacteurs, parce qu'il y avait forcément besoin de rédiger du contenu pour bien se référencer, donc de plus en plus de rédacteurs dans tous les secteurs d'activité. Et le souci, c'est qu'avec l'IA, on est capable de produire du contenu en masse, très rapidement, du contenu qui, entre guillemets, tient à peu près la route. Donc, ce qui fait que tous les rédacteurs généralistes, eux, ont beaucoup perdu en termes d'activité, parce qu'en fait, l'IA peut produire exactement les mêmes contenus qu'eux, parce que eux font du contenu généraliste. Par contre, nous, les rédacteurs qu'on connaît experts, un rédacteur expert dans le domaine, je sais pas moi, de la Formule 1, un dans le domaine de la santé, un dans le domaine du chocolat, peu importe, et bah, ils seront toujours meilleurs que l'IA, parce qu'ils vont pouvoir produire du contenu qui est réellement original, des idées réellement originales, là où l'IA n'est qu'un calcul de probabilité à partir de contenus déjà existants et déjà trouvés sur le web. Donc ça évolue. Pour moi, c'est un métier où il y aura moins de rédacteurs à terme, parce que sur la partie généraliste, il y aura moins besoin. Par contre, il y aura toujours des rédacteurs web, ils seront toujours extrêmement utiles pour faire des contenus de qualité. Oui, et puis la formation qu'elle a suivie, c'était rédactrice web SEO. Alors ça m'a amusé parce que je me suis dit, en fait, il y a une contraction. Alors pourquoi avoir mis le côté rédacteur web et SEO? Pour vendre plus de formations? Ou tout simplement pour dire, bah tiens, le fait d'être rédacteur web ou rédactrice web n'est pas suffisant, donc on rajoute effectivement la contraction SEO. Oui, parce qu'en fait, beaucoup de gens, beaucoup de clients finaux vont chercher un site bien optimisé en référencement naturel. Donc s'ils font appel à un rédacteur, ils veulent s'assurer que le rédacteur rédige du bon contenu pour l'internaute, mais ils veulent aussi que ce contenu se référence. C'est pour ça qu'il y a un vrai besoin. Les gens le rajoutent systématiquement. En fait, c'est un peu inutile, parce que théoriquement, un bon rédacteur web, il rédige et pour le moteur de recherche et pour l'internaute. Il pense au parcours utilisateur, il pense à la cible, au message à faire passer, il y a les notions de communication, etc. Mais théoriquement, pour moi, le SEO fait forcément partie du métier de rédacteur web. Mais effectivement, très souvent, c'est rajouté dans l'intitulé du poste ou de la formation pour justement préciser, oui, on va bien aborder cet aspect-là. Allez, maintenant on va passer au jeu, au petit quiz que j'aime bien effectivement intégrer dans l'interview. Alors, les questions que je vais te poser avaient été posées à Patrick de Carvalho. Je sais pas si tu connais. C'est un entrepreneur qui, en fait, un serial entrepreneur. Il essaye des tas de choses, etc. Et puis on a sympathisé, on est devenus amis tous les deux. Et en fait, je vais poser ces questions-là. Alors, on va voir, toi qui es un expert, si justement tu fais 5 sur 5. Allez, je te pose la première question. Comment se nomme donc le premier moteur de recherche de Larry Page et de Sergey Brin, hébergé sur les serveurs de l'université de Stanford en 95? Ah, ça, j'aurais pas le nom. Je l'ai su, mais ça, j'aurais pas le nom. Je connais les moteurs de recherche de l'époque. Il y avait AltaVista, il y avait Lycos, il y avait Exalea, il y en avait plein. Après, j'aurais pas de la bonne réponse à cette question. Il s'appelle Backrub. Ah, je l'avais déjà, ouais. Je l'ai déjà lu, mais effectivement, je l'avais plus en tête. En fait, c'était l'avant Google, quoi, hein, mais de façon un peu interne, quoi, au niveau universitaire. Tout à fait. Alors, deuxième question. Attention, concentre-toi. On est avec Daniel Roch.
Donc, qui a inventé le protocole TCP/IP? Wow, aucune idée. Là, on est trop technique. T'as pas lu les Sorciers du Net de 1999, le bouquin? Alors, je l'ai lu, mais il y a longtemps, effectivement. Mais non, là, j'aurais plus la réponse. Alors, en 1974, ils s'appellent Vint Cerf et Bob Kahn. Bob Clan, ils sont deux en fait. Attends, je vais essayer de t'en trouver un autre, un petit peu plus facile peut-être. Ouais, elles sont Ah bah dures, les si, questions. ça va te faire plaisir, toi qui aimes les jeux vidéo. Allez, on part en 1983. Imagine, le cinéma, 1980, 1983. Il y a le film Wargame. Tu te rappelles de Mhm, Wargames? Ok. tout à fait. Donc il y a un super calculateur dans le film de Wargames, donc qui permet aux gamins de rentrer effectivement par un jeu directement dans l'ordinateur de la défense américaine. Comment s'appelle cet ordinateur? Voilà, une autre colle. J'aurais pas la réponse complète. Alors il s'appelle le Whoppers. Comment tu as dit? Le Whopper. Non, Et bah, alors, ça, pour le coup, je l'aurais jamais su. mais tu vois, c'est des petites choses, effectivement, où même moi, qui aime les blind tests, qui aime les questions, les quiz, etc., je sais même pas si j'aurais réussi À trouver. à marquer la chose. Est-ce que tu sais ce que veut dire, en fait, pourquoi le mot Amazon a été choisi? Parce qu'on trouve tout de A à Z. Oui, mais ça me dit pas exactement ce que je veux savoir. C'est-à-dire, C'est pas mal la réponse, parce que quelque part, c'est un ensemble. ouais. Mais En pourquoi? Alors, parce qu'à l'époque, c'était, parce qu'à la base, Amazon, c'était une librairie en ligne. C'était pas du tout un site Oui, e-commerce oui, classique, oui, oui, etc. avec un premier Et livre. tout à fait. Et donc, effectivement, moi, je me souviens surtout de la conception du logo où la flèche allait du A au Z Mmh, mmh, dans leur mmh. logo pour justement leur dire, bah, voilà, vous cherchez un livre, on aura l'intégralité du catalogue disponible, contrairement à une librairie qui est classique. Après, je sais pas s'il y a une autre signification à Amazon, mais en tout cas, c'est celle que je connais. Alors, Amazon, en fait, pourquoi? Parce que c'est sa femme qui lui trouve le nom. Lui ne part pas de Jeff Bezos avec cette identification de branding à la base, c'est sa femme. Et elle lui dit Amazon, pourquoi? Parce qu'en rapport avec la forêt amazonienne. L'immensité, tu vois, l'immensité. Et donc, la codification, en fait, va rester. Et il va prendre ce nom-là. Et alors, est-ce que je peux t'en faire une petite dernière? Testons, pour l'instant, je suis pas très bon, hein. Mais non, mais rassure-toi, moi aussi, hein, je me planterais si tu me le faisais. Mais c'est bon, ça permet effectivement de se souvenir de certaines petites choses et puis peut-être aussi d'apprendre des choses, donc c'est bien. Allez, je te fais la dernière. Est-ce que tu sais en quelle année la première Freebox, donc de Xavier Niel, de voilà, l'équipe technique, la première vague, en fait, est sortie en France? La toute première Freebox, Donc c'est la version 1, la fameuse FBX, donc ADSL j- 01. j'aurais tendance à dire début des années 2000, mais je peux Mais pas loin, fortement me tromper. hein? Je peux me tromper, j'aurais dit début des années 2000. Ouais, mais t'es pas loin, hein. T'es pas loin. Si tu pousses un peu, c'est le 18 septembre 2002. Ouais, donc ouais, c'est à peu près ce que j'ai en tête. Que 2002, j'utilisait encore les vieux modems qui coupaient la ligne téléphonique avoir Internet. Donc effectivement, ouais, c'était un peu de temps après. Ah bah oui, moi j'ai commencé Internet dans les années 90. J'avais un Olitech bleu, tu sais, avec les petites lumières là, qui faisaient. Ouais, Et tu je me mettais souviens à aussi. peu près une demi-heure pour afficher une photo. En plus, tu payais hein, pour pouvoir effectivement faire de l'internet. Et non seulement tu payais, moi j'avais créé ma première web radio avec le logiciel Real de Plus. Tu vois, le Ouais, producteur, donc Real Producer, exactement. Et j'étais en 33 kbps, tu vois. Après, je suis passé en 56 kbps. Donc, c'était une belle aventure pour présenter les acteurs et les actrices du web. Et tu vois, ça fait maintenant, effectivement, quelques années en avant que je continue à faire ça. Donc, je vais te poser maintenant la question marqueur des experts. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, mon cher Daniel Roch? eh ben, écoute, extrêmement agréable, c'est intéressant. Il y a du répondant, donc ça permet d'aborder pas mal de sujets. Après, le gros inconvénient des podcasts, c'est que ça reste quand même relativement court, parce qu'on a toujours des choses à raconter, toujours d'autres sujets qu'on aurait pu aborder, mais non, c'était un très bon moment en tout cas.
Eh bah, je te propose effectivement qu'on se retrouve, plus tard, justement quand on aura sorti la suite des livres de Olivier Andrieux. On fera un petit point sur le nouveau et puis pourquoi pas faire un podcast ou une série de podcasts sur le SEO. Tu as des sortes de petits tips, des reels qui pourraient partir sur les réseaux sociaux. Ça pourrait être intéressant ça. Tu c'est une Oh idée oui. qui vient de me traverser la tête, une sorte de fulgurance. Moi qui suis hyper actif. Et je me disais, tiens, pourquoi pas poser une question à une réponse. Tu vois, on peut faire ça en 60 secondes et travailler la viralité sur les réseaux sociaux. Ouais, Comment on c'est peut, comment on peut continuer à discuter avec toi si on a été sensibilisé par tes propos dans cette interview? Je suppose sur les réseaux sociaux, peut-être aussi en t'envoyant un mail par SOMX. tout à fait. Alors, d'abord sur le réseau, effectivement, vous allez me retrouver sur X, sur Facebook, sur LinkedIn. Voilà, n'hésitez pas à faire une demande d'ajout en ami, de me poker, m'envoyer un petit message, un petit commentaire. Voilà, j'échange avec grand plaisir, ça, il n'y a pas de souci. Vous allez aussi me retrouver dans les communautés WordPress et SEO. Il y a pas mal de groupes sur des logiciels comme Slack, sur Discord, etc., sur lesquels je suis présent. Donc, n'hésitez pas aussi à me faire un petit coucou. Également aussi aux événements. Je participe assez souvent en tant que conférencier un peu partout en France. Là, par exemple, demain, je suis à Strasbourg pour une conférence lors du SEO sur les flots. Voilà, je suis un peu partout, donc n'hésitez pas à venir voir. Et effectivement, après, sur le site d'SEO Mix ou de SEO Key, vous envoyez un petit message via le formulaire de contact. Et puis après, voilà, vous pouvez échanger avec grand plaisir et continuer la discussion. Voilà, et puis on salue bien évidemment toute la communauté des SEO en France, ils sont nombreux. Rien qu'à Rennes, déjà, j'ai une concurrence, mais alors je t'explique même pas, hein. Ouais. Non, Et Rennes, il y en a pas mal. c'est comme le dépannage d'ordinateur à domicile, hein. Quand j'en faisais, au départ, il y avait quasiment personne. Maintenant, ils sont très, très, très nombreux, quoi. C'est ça. Et en plus, les référenceurs rennais sont de très bons compagnons de soirée aussi. Donc, oui, effectivement, ils sont nombreux et on les connaît bien. C'est des pointus, c'est des pointus. Ils Exactement. sont à cheval, ils sont à cheval sur la technique, c'est clair. Et puis on salue aussi les Nantais, hein. Je pense à des gens qui sont sur LinkedIn que je suis régulièrement. Et c'est vrai que là aussi sur Nantes, ça bouge beaucoup, hein, au niveau du SEO et au niveau de tout ce qui est web. Je remonte donc celui-ci, donc le SEO en 500 questions. Voilà, on ne me voit plus, mais ça, on s'en fout. Donc le SEO en 500 questions aux éditions Erol. Voilà, ça c'est pour l'attaché de presse, hein, donc pour que lui montrer que d'une certaine manière le travail a bien été fait. Et puis je vous invite bien sûr à suivre donc Daniel Roch avec la continuité, la reprise des livres de Olivier Andrieux. D'ailleurs, je salue Olivier également au passage, en le remerciant de tout le travail qu'il a pu faire pendant de nombreuses années, hein. Moi, j'ai connu le SEO en fait par l'un des premiers livres qui était, je crois, référencer son site web ou quelque chose comme ça. Ça devait être l'une des premières éditions. J'avais dû l'interviewer à l'époque, hein. On était, c'est dans les années souvenirs. Et donc voilà, merci à lui, merci pour les vidéos qu'il a pu faire sur Abondance. Merci aussi pour son sérieux, sa rigueur, etc. Et puis on lui souhaite bon vent dans la BD. Je sais qu'il a fait une BD qui s'appelle Vogel, hein, C'est ça. Alors, donc là, il en a fait plein récemment. Donc, Vogel, effectivement, inspiré de l'univers de Google. Il a fait Sexymol. Donc là, on est plus sur un groupe de rock. Il y en a une autre qui arrive sur un détective. Voilà. Il fait pas mal de choses et des échanges que j'ai avec lui, en tout cas, il s'amuse bien. Donc, c'est le plus important. ouais, vous devez pas perdre de temps ensemble, hein. À mon avis, ça doit être assez riche, hein. Vous devez vous marrer, hein. Il n'y a pas de souci. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Vous aurez donc la réponse par Daniel Roch. Si vous avez besoin d'optimisation pour votre site internet, si vous voulez des conseils sur WordPress, si vous voulez vous former au domaine effectivement du référencement naturel, etc., contactez Daniel. C'est un pro, c'est un expert, c'est quelqu'un effectivement qui marche à la passion comme moi. Donc, ce sera avec grand plaisir qu'il répondra à votre demande. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt avec un nouvel invité dans les experts Parole de leader. Maintenant, avec cette extension vidéo sur YouTube et sur toutes les plateformes vidéo dans le monde. Donc, ça, c'est très bien. Et puis, n'hésitez pas à me dire également si ça vous plaît, si ce format vous plaît, si vous pensez qu'il faut faire autre chose, si on peut moduler, si on peut s'adapter. C'est comme ça qu'on progresse. Vous retrouverez cette partie aussi en audio, donc sur Apple Podcast et sur Spotify, également sur d'autres
plateformes comme Amazon également, bien sûr, et puis toutes les plateformes audio. Je vous dis à très bientôt avec un nouvel invité. Merci de votre patience, merci de votre résilience. Mettez 5 étoiles et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube parce que bon, je l'ai ouverte quand même en 2008, hein, tu te rends compte, 2008, mais je l'avais pas optimisé. Donc maintenant, j'attends des abonnés et je compte sur vous pour que vous le soyez. À très bientôt. Merci Daniel et Merci bien. merci pour ce que tu es et ce que tu fais dans le SEO. Merci, à bientôt tout le monde.